parisienne. Bonsoir. Bonsoir. Particulière ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Christian Saint-Étienne, membre de la nouvelle coalition. Nous vous remercions, Monsieur Saint-Étienne, d'être parmi nous si tard, après un événement aussi historique. Et nous sommes honorés d'avoir la primeur de l'accord qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, nous allons passer 20 minutes ensemble pour échanger, débattre sur l'actualité qui vient de se passer. Alors, la première question qui vient à l'esprit tout de suite, votre réaction à chaud suite à l'accord de l'UMP, MODEM et l'UDI. Et peut-être, question un peu naïve, mais pourquoi un tel accord? Et pouvez-vous nous dire un peu plus sur les négociations de ce soir? Alors évidemment, c'est presque un scoop, puisque l'accord a moins de 2 heures pratiquement, et que c'est effectivement un accord important, puisqu'il incarne et manifeste la volonté de Bayrou et Borloo de créer l'alternative. C'était une annonce le 5 novembre, et donc aujourd'hui nous annonçons que l'alternative prend corps à Paris. Et par ailleurs, on fait l'alliance le même jour et au même moment avec l'UMP, et pour créer un ensemble qui vise à refaire de Paris une grande ville européenne majeure, parce que vous avez tous noté comme moi que quand le président Barack Obama ou le Premier ministre chinois sont venus récemment en Europe, ils sont allés à Berlin, ils n'ont même pas fait semblant de venir à Paris. Donc on voit que la France s'est marginalisée en Europe et que Paris, en dépit du fait que c'est la plus belle ville du monde et que nous avons encore un potentiel économique phénoménal, est en train aujourd'hui de s'affaiblir. Donc l'objet de l'accord, c'est de refaire de Paris le moteur économique de la France et la capitale économique et culturelle de l'Europe. Alors, sur la dynamique de cet accord, les négociations étaient en cours depuis le mois de juillet entre Bayrou et Borloo pour créer l'alternative. Et puis les négociations donc, ont commencé au même moment avec NKM pour la double alliance, mais si vous voulez, c'est comme un enchaînement et un enclenchement de poupées russes. Il fallait d'abord qu'il y ait l'accord, il fallait d'abord créer l'UDI, parce que l'UDI n'a qu'un an. L'UDI est elle-même une fédération de 7 partis au départ, même s'il y avait 2 partis principaux qui étaient le Parti radical et le Nouveau Centre. Il a fallu donc lancer tout cela, constituer les fédérations. Par exemple, la fédération de Paris de l'UDI n'existe officiellement, grâce à l'élection de son président, que depuis le 25 mai 2013. Donc il a fallu constituer les équipes. Moi-même, je n'étais investi qu'au mois de juillet. Donc ça a été une course contre la montre depuis le mois de juillet. Et après cet accord, on entame une deuxième course contre la montre jusqu'au 23 mars, qui est le premier tour. Alors, l'objectif de l'accord, comme je vous l'ai dit, c'est effectivement enfin, je ne veux pas me payer de mots, mais en même temps, voilà, on va être direct, c'est de remettre Paris sur la carte de l'Europe. Non pas que Paris ait disparu géographiquement, non pas qu'il n'y ait pas 12 millions d'habitants à Paris, non pas que ce ne soit pas une grande ville européenne, mais si vous voulez, si vous avez aujourd'hui un jeune Brésilien ou un jeune Chinois qui veut venir en Europe, il va vouloir aller à Londres ou Berlin. Il viendra passer une semaine de vacances à Paris, mais il ne viendra à Paris souvent, malheureusement, qu'en 2e ou 3e choix. Donc nous voulons refaire de Paris un pôle d'attraction pour qu'un jeune Brésilien, un jeune Chinois rêve à nouveau de Paris, comme dans les années 20 et 30, tous les jeunes qui cherchaient une ville créatrice, une ville tournée vers l'avenir, une ville de rencontre, pensaient naturellement à Paris. Alors il y a un travail considérable à faire, je pense qu'on va en parler. Tout à fait. Donc le Paris, il faut qu'il redevienne en fait le moteur économique, social et culturel de la France et oui. puis Voilà. du monde. Mais quels sont les principaux aspects du programme commun, si on peut parler dès maintenant de ce programme, que vous pourriez nous dire en fait dès ce soir? Bien sûr. Donc il y a 3 axes dans le programme actuellement. Il y a d'abord refaire de Paris une ville qui rend des services aux Parisiens. Il y a actuellement en discussion un projet, enfin même pas un projet de loi, il y a un rapport qui vient d'être
rendu par Jean-Paul Bailly sur le travail le dimanche. Mais Paris n'est pas concerné uniquement par ce dossier, il y a aussi le travail après 21h. Même si certainement d'autres villes considèrent qu'elles sont aussi belles que Paris, il y a quand même un consensus pour dire que les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Or, avec 5,5 millions de chômeurs, fermer la plus belle avenue du monde à 21h, alors même que les Parisiens qui cherchent un travail sont prêts à travailler après 21h, c'est une folie suicidaire. Et de même, il faut savoir que le fait de fermer les zones touristiques et d'attraction de Paris le dimanche conduit les tours opérateurs chinois et japonais qui ont planifié et intégré cet élément à emmener les visiteurs asiatiques à Londres le samedi soir pour faire leur shopping le dimanche. C'est du chiffre d'affaires perdu pour les producteurs français, c'est des emplois en moins pour ceux qui veulent travailler et avoir des revenus qui sont en plus augmentés le dimanche. Et c'est des recettes en moins pour l'État qui essaye de réduire son déficit. Donc c'est triplement stupide et intolérable. Donc ce que nous voulons de ce point de vue, c'est que les Parisiens qui le souhaitent puissent travailler, évidemment dans le cadre d'accords d'entreprise qui respectent les intérêts des salariés. Mais il faut redonner la liberté de travail. De la même façon, il faut redonner du pouvoir d'achat. Donc dans le programme, il y a la volonté de contrôler la dépense de la ville qui a complètement dérivé dans les 12 dernières années. La progression des dépenses est de l'ordre de 38%. Le nombre d'employés de la ville est passé de 42 000 à 50 000 pour les emplois officiels, sans parler des emplois contractuels qui nous mènent à plus de 60 000. Donc il faut reprendre le contrôle des finances publiques de la ville pour apporter une première mesure clé qui est une baisse de 10% de la taxe d'habitation dès 2015, qui redonne directement du pouvoir d'achat aux Parisiens, ce qui est parfaitement finançable. Et compte tenu de l'engagement que nous prenons de geler la dépense publique, enfin nous-mêmes de baisser la dépense publique de 100 millions d'euros par an au cours des 5 années allant de 2015 à 2020, nous serons en mesure de prendre cette mesure sur la taxe d'habitation. La réduction de la taxe d'habitation de 10%, ça coûte 70 millions d'euros à la ville sur un budget de 8 milliards d'euros, c'est moins de 1%. Et si vous prenez donc sur 5 ans, ça fait 5 fois 70, 350 millions d'euros. Alors on peut se dire, mais où on va trouver les 350 millions? Au bout de 5 ans, si on baisse la dépense de 100 millions d'euros, le budget passe de 8 milliards à 7 milliards et demi. Donc on a plus que ce qui est nécessaire pour financer les 350 millions de baisse de fiscalité. Et il faut, pour vous donner un deuxième élément de comparaison, savoir que sur le seul budget de la canopée des Halles, qui est un dossier qui a été piloté par Anne Hidalgo, le budget de la canopée des Halles est passé de 400 millions à 1 milliard. Donc une dérive de 600 millions. Donc la mesure que nous proposons visant à baisser significativement la fiscalité sur les Parisiens coûte de l'ordre de la moitié de la dérive de gestion de la ville sur le seul dossier de la canopée des Halles. Ce qui montre que si on remet cette ville dans de bonnes mains, si on la gère correctement, on pourra obtenir une redynamisation de la ville et un gain de pouvoir d'achat pour la ville. Le deuxième axe, c'est de faire de Paris la première capitale mondiale à énergie positive. Et le troisième axe, c'est d'agir par la sécurité et la propreté pour refaire de Paris une ville attractive. Dans le cadre de l'UDI, récemment, on a fait une réunion avec une centaine de jeunes UDI de 30 ans qui sont très comparables aux vôtres, à vos amis, parce qu'ils sont tous diplômés, ils sont tous jeunes cadres, créateurs, entrepreneurs. Et donc on commence à aborder tout un ensemble de dossiers et à un moment donné, je les interroge sur un certain nombre de points, puis je dis évidemment vous, je ne vais pas vous interroger sur la sécurité parce que je suppose qu'à votre âge ça ne vous inquiète pas. Et en fait ils disent mais pourquoi? Et en fait ils nous disent mais nous quand on sort à 11h au minuit maintenant, dans beaucoup de quartiers de Paris on a peur et la sécurité c'est important pour nous. Donc ça montre que travailler sur ces trois axes, c'est absolument essentiel pour fédérer les Parisiens sur un projet mobilisateur pour refaire de Paris, comme on le disait, le moteur économique de la France et la capitale européenne de la culture. D'accord, donc on parle effectivement de l'attractivité de Paris, de finances, de taxes d'habitation, énergie
positive, etc. Mais comment voyez-vous votre place à vous au sein de l'équipe candidate? Alors, dans les premières déclarations qui ont été faites ce soir, Nathalie Kosciusko-Morizet a dit que justement je m'occuperai particulièrement du dossier du Grand Paris. Et par ailleurs, je vais mener le combat comme tête de liste dans le 11e, qui est un des arrondissements les plus intéressants puisqu'il y a une très grande mixité sociale. Et c'est un arrondissement qui est aujourd'hui très fortement détenu par la gauche. Donc je vais mener le combat dans cet arrondissement. L'objectif n'est pas de reprendre le 11e, puisque le décalage est tel entre les votes pour la majorité et pour l'opposition actuelle que ce n'est pas pensable. En revanche, actuellement, le vote UMP centre dans le 11e est de l'ordre de 20%, et on va faire tous nos efforts pour passer au-dessus du tiers et tangenter les 40%, ce qui changerait la sociologie dans cet arrondissement et ce qui impulserait une nouvelle dynamique par les projets que nous allons présenter aux habitants du 11e arrondissement. D'accord, donc 11e. Voilà. Très bien. Et quels sont effectivement vraiment les éléments de votre programme qui sont chers à votre cœur, que vous souhaitez apporter demain pour les Parisiens et pour la candidate, pour l'équipe candidate? Il y a 2 points clés pour moi. Le premier, c'est véritablement le dossier du Grand Paris, dont Paris doit être le centre nerveux. On ne le sait pas toujours, mais le Grand Paris, c'est de l'ordre du tiers du PIB de la France, de la production donc de richesse du pays. C'est exactement 28,5%, mais les gens sont toujours fâchés avec les statistiques, donc c'est pas faux de dire que c'est de l'ordre du tiers, mais 28,5%. Ce qui n'est pas su non plus, c'est qu'avec 28,5% de contribution à la production nationale, les grands Parisiens ne reçoivent que 22% du revenu national. C'est-à-dire que le Grand Paris comme le Grand Lyon à hauteur d'un tiers du Grand Paris, sont les 2 moteurs économiques de la France et surtout les 2 sources de redistribution, de création de richesses sur les autres régions françaises. En France, on a toujours une vision du 19e marquée par des visions à la Balzac, de villes prédatrices par rapport au territoire des campagnes. En fait, les villes sont devenues, dans le cadre d'un phénomène plus large, on ne va pas l'aborder maintenant, mais sont devenus les moteurs de la croissance dans le monde. Il y a une métropolisation de la croissance. En Chine, ce n'est pas la Chine qui se développe, c'est Shanghai, Canton, c'est les grandes villes chinoises. La même chose au Brésil, en Allemagne ou ailleurs. Donc dans ce contexte, ce qui est très important, c'est que nous fassions à nouveau de Paris le moteur économique de la France. Il manque la moyenne de croissance de la France dans les 12 dernières années, c'est 0,7%. Or, il y a un seuil de croissance clé qui est 1,7. C'est le seuil critique à partir duquel l'économie française crée des emplois et c'est le seuil à partir duquel la situation des finances publiques se résout naturellement. On est à un point de ce seuil critique, il faut passer de 0,7 à 1,7. Mais faire passer la France d'un sentier de croissance de 0,7 à 1,7, ça passe par une augmentation de la croissance du Grand Paris de 2%. Il faut que la croissance du Grand Paris, qui tourne à peine à 1%, passe à 3%. Or, c'est parfaitement possible. Dans ses travaux, Christian Blanc, quand il a réfléchi au Grand Paris, il a montré que Paris était naturellement, le Grand Paris, était naturellement une des 5 grandes métropoles mondiales les plus douées pour la croissance dans le monde de la 3e révolution industrielle. Je viens de développer ces questions dans un livre qui s'appelle L'économie pour sortir de la crise. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la 3e révolution industrielle. J'ai travaillé avec Christian Blanc sur les questions du Grand Paris et ces questions sont clés. Donc, j'aimerais travailler sur ces questions. Et NKM a dit ce soir aux journalistes que je reprendrai le dossier du Grand Paris dans le cadre de la campagne. Mais à un autre endroit de l'action que nous voulons mener, qui peut sembler polaire, mais pour moi c'est complètement complémentaire, je voudrais que dans la campagne, on s'occupe de toutes les personnes en déshérence. Les jeunes travailleurs qui ne trouvent pas de logement. Donc je veux qu'on ait un programme très important de construction de studios à Paris pour les jeunes travailleurs. Une construction massive de chambres pour les étudiants, pour leur permettre d'être aussi proches que possible des universités, pour qu'ils ne perdent pas un temps fou et puis qu'il n'y ait pas une question de pouvoir d'achat qui les empêche de travailler à Paris. Mais j'ai également travaillé sur 2 autres dossiers qui vont sembler à des années-lumière
du Grand Paris. Un premier dossier, c'est de créer 3 maisons pour femmes en difficulté, notamment des femmes avec enfants, qui peuvent se retrouver à la rue. Il y a des violences, elles peuvent être battues et se retrouver foutues à la porte au milieu de la nuit avec leurs gosses. Donc je souhaite qu'on crée, c'est dans le projet que j'ai mis dans mon programme numérique qui a été publié sur mon site CSE Paris 2014, que vous pouvez consulter et lire pendant la nuit. Et donc sur ce site, j'insiste sur la création de ces 3 maisons, puisque l'idée c'est que ces femmes avec leurs gosses, si elles se trouvent foutues à la porte dans la nuit ou s'il y a des violences, elles puissent venir se réfugier dans ces maisons pour qu'on s'occupe d'elles. Et il y a un deuxième point qui est... c'est difficile pour moi d'en parler parce que ça me semble des situations totalement hallucinantes, mais il faut savoir encore aujourd'hui, lorsque des jeunes adolescents disent à leurs enfants qu'ils sont homosexuels, il arrive encore que leurs parents, à l'instant où ils le disent, les foutent dehors de leur maison. Clac. Ils ont 17 ans, ils ont vécu 17 ans dans leur foyer, et leurs parents les foutent dehors. Il y a une maison qui a été créée qui s'appelle le Refuge à Paris, qui a la capacité pour accueillir 10 de ces jeunes. Il y a un besoin de l'ordre de 20 à 25 places par an. Et donc, je souhaite qu'on aide cette association pour arriver à trouver les places nécessaires pour faire face à cette situation que je trouve intolérable sur le plan humain. Je trouve hallucinant que des parents puissent se conduire comme ça avec leurs enfants. Et donc, je pense que réfléchir sur le Grand Paris, c'est une chose, mais traiter des dossiers très spécifiques comme les femmes en difficulté ou ces jeunes qui sont rejetés, c'est aussi important pour aboutir à ce vers quoi on tend. Si vous voulez, c'est retrouver bien sûr le dynamisme économique, mais ce n'est pas parce que je suis économiste que je pense que l'économie c'est l'alpha et l'oméga de tout. L'idée, c'est de refaire de Paris une ville de la bonne humeur, de la joie, où tout est possible. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il y a un potentiel mais qu'on n'arrive pas à réaliser, et je pense qu'il faut le réaliser. Et c'est un moment, si on loupe l'échéance actuelle, on n'aura pas de possibilité de le refaire bientôt. C'est le départ simultané de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris, de Jacques Bravo dans le 9e, de Vaillant dans le 18e. Il y a plusieurs personnalités qui sont assez aimées des Parisiens qui partent. Or, avec les équipes d'Hidalgo, arrivent des idéologues, enfin pas que d'Hidalgo, mais autour d'elle, il y a des gens très très idéologues avec une volonté visant à faire de Paris un musée complètement à l'arrêt. Et donc il faut casser cette orientation pour refaire de Paris un pôle dynamique, en expansion, qui soit un aimant pour tous ceux qui veulent réaliser leurs projets dans tous les domaines. Voilà. C'est vrai que nous venons de parler des jeunes, et j'ai envie de terminer par une question d'emploi des jeunes, puisque nous sommes l'association des jeunes citoyens. Comment voyez-vous l'emploi des jeunes dans ce Grand Paris? Alors c'est intimement lié à la question de la croissance. Si on ne revient pas à ce rythme de croissance de 1,7, on fait ce que fait François Hollande au niveau national, c'est-à-dire du bidouillage. Quand vous avez de la non-croissance comme la situation actuelle, ça fait 3 ans que la France est à l'arrêt. Dans une crise globale de la zone euro, il faut savoir qu'à fin 2013, la zone euro n'aura pas retrouvé le niveau de production de fin 2007. C'est une crise de 6 ans qui est la plus grave crise économique de l'Europe de l'Ouest depuis 2 siècles, en temps de paix. Et à l'intérieur de cette crise, donc, la France est à l'arrêt. C'est le seul pays des 3 grands pays, France, Italie, Espagne, qui depuis 2 ans n'arrive pas à réduire son déficit extérieur ou son déficit public. Donc qu'est-ce que fait Hollande? Dans un contexte où les emplois marchands continuent de baisser en cohérence avec cette absence de croissance, c'est de multiplier les emplois aidés, mais c'est financé par les dépenses publiques, donc ça aggrave le déficit public. Donc dans ce contexte, ce que nous voulons faire pour les jeunes, c'est d'abord une relance économique du Grand Paris, et ensuite, en créant un ensemble de systèmes qui s'emboîtent, qui sont cohérents, développement économique, logement dirigé en faveur des jeunes travailleurs et des étudiants. On a un projet très fort sur l'apprentissage. Et puis, nous espérons quand même revenir un jour à la direction du pays, réforme fiscale qui défera toutes les initiatives imbéciles qui ont été prises depuis 2 ans.
l'ensemble sera de nature à redonner aux jeunes qui s'investissent, qui ont des diplômes, qui ont des ambitions, qui ont des projets, les capacités en termes de logement, en termes de financement, en termes d'opportunités d'emploi, qui seront le soubassement de cette politique visant à refaire de Paris à nouveau un phare culturel et surtout un phare d'amusement, puisque dans les projets, je veux aussi beaucoup dynamiser la vie la nuit. Nous aurons une politique très ambitieuse sur la nuit dans le cadre d'un projet urbanistique qu'on n'a pas le temps de développer, mais qui est également ambitieux puisqu'il s'agit de créer une véritable mixité sociale et fonctionnelle dans Paris. Et donc, c'est une transformation totale de la ville comparable en ampleur, si les Parisiens nous font confiance, à ce que Paris a connu entre 1860 et 1870. En tout cas, j'espère que les Parisiens nous feront confiance pour refaire de Paris un grand aimant d'attraction au plan mondial et de faire en sorte que Paris reprenne sa place naturelle comme moteur intellectuel, culturel, économique et social pour la France. Merci Christian Saint-Etienne, ainsi notre interview se termine. Merci beaucoup de pouvoir participer aux interviews parisiennes un peu spéciales, certes, ce soir, après cet accord historique. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt pour la prochaine interview parisienne. Merci.